Le 28 juin 1919 prend place le Congrès de la paix. Les dirigeants des pays vainqueurs se réunissent à Versailles afin de marquer la fin de la guerre et de punir l'Allemagne qui en est jugée responsable. Le traité de Versailles est signé. L'Allemagne, devant l'interdiction de construire une armée, devra de plus verser une somme astronomique de 132 milliards de marks d'or. L'Allemagne se sent humiliée, écrasée par ces accusations et cette peine. Et là un terreau fertile à la montée des extrêmes. Le parti nazi monte dans les sondages, prend des sièges à l'Assemblée jusqu'au 30 janvier 1933, jour au cours duquel Hitler devient finalement chancelier. Le 24 mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs. Il peut à présent appliquer son idéologie, décrite scrupuleusement dans Mein Kampf, traduire Mon combat en français. Son combat est entre autres dirigé contre les Juifs. Les lois de Nuremberg, votées le 15 septembre 1935, signent l'officialisation de l'antisémitisme ambiant dans lequel baigne l'Allemagne. Purifier la race allemande, là est l'objectif de l'un de ces trois textes. La classification raciale place ainsi les Aryens en haut de l'échelle tandis que les Juifs se retrouvent au plus bas. Ces nouvelles règles mèneront à la création de ghettos, puis à celle de camps de concentration et d'extermination, dans lesquels les détenus seront progressivement déshumanisés. Le voyage était interminable. La plupart des types avaient camouflé dans leurs poches des bouts de saucisson, du pain, des biscuits. Le plus grave n'allait pas être la faim, mais bien la soif. Or, le saucisson, les biscuits secs, toutes ces nourritures solides et consistantes que les autres avaient camouflées ne feraient qu'aiguiser leur soif. Au bout de 2 jours, la soif commença à nous tourmenter. Puis, la chaleur devint insupportable. Cela sans parler de la faim, de l'impossibilité de dormir et de la peur omniprésente. Nous sommes immobiles, entassés les uns sur les autres. C'est la nuit qui s'avance, la 4e nuit, vers nos futurs cadavres immobiles. Ça fait 4 jours et 3 nuits que nous sommes imbriqués l'un dans l'autre. Cette plainte, à l'autre bout du wagon, cette plainte interminable, inhumaine, dont on souhaite pourtant ne pas entendre la fin, qui voulait dire que cet homme, cette bête, cet être qui la pousse est mort, cette plainte inhumaine est le signe encore d'une vie d'homme se débattant. On commençait à peine à réaliser que ce n'était pas une mauvaise blague, qu'il faudrait vraiment rester des jours et des nuits comme ça, serrés, écrasés, étouffés. Cette sensation d'irréalité grandit. Elle envahit comme une gangrène mon corps brisé par la fatigue. Autrefois, la faim et le froid y aidant, j'arrivais facilement à provoquer en moi cet état d'irréalisation. La faim et le froid y aidant, c'était un jeu d'enfant que de pousser mon cerveau brûlant jusqu'aux limites même de l'hallucination. Nuit. Personne ne priait pour que la nuit passe plus vite. Les étoiles n'étaient que les étincelles du grand feu qui nous dévorait. Que ce feu vienne à s'éteindre, il n'y aurait plus rien au ciel. Il n'y aurait plus que des étoiles éteintes, des yeux morts. Le train roule et le wagon est un bruissement rauque de plaintes, de cris étouffés, de conversations. Les corps entassés et ramollis par la nuit forment une gelée épaisse qui oscille brutalement à chaque tournant de voix. Et puis, subitement, il y a de longs moments de silence, pesants, comme si tout le monde sombrait ensemble dans la solitude de l'angoisse, dans un demi-soleil de cauchemar. Les SS ont ouvert les portes coulissantes, leurs cris et leurs coups ont déferlé sur nous, au milieu des aboiements rageurs des chiens de garde. Nous avons sauté sur le quai, pieds nus dans la boue de l'hiver. Un des détenus qui nous avait fait sortir du train laissa exploser sa rage. « Vous voyez là-bas la cheminée ? La voyez-vous ? Les flammes, les voyez-vous ? Oui, nous les voyons, les flammes. Là-bas, c'est là-bas qu'on vous conduira. C'est là-bas votre tombe. Vous n'avez pas encore compris ? Fils de chien, vous ne comprenez donc rien ? On va vous brûler, vous calciner, vous réduire en cendres. » Arriva le moment fatal qui déterminait notre sort. Alors que certains étaient éconduits vers une mort certaine, je devins
A7713. Je n'eus désormais plus d'autre nom. Un baril de pétrole à la porte. Désinfection. On y trempe chacun. Une douche chaude ensuite, à toute vitesse. Sorti de l'eau, on est chassé dehors. Courir encore. Encore une baraque, le magasin. De très longues tables, des montagnes de tenues de bagnards. Nous courons. Au passage, on nous lance pantalons, blouses, chemises et chaussettes. Voilà l'accueil réservé au camp de concentration d'Auschwitz. Un officier SS nous alerta. Ici, vous devez travailler, sinon vous irez droit à la cheminée. Au crématoire. Travailler ou le crématoire, le choix est entre vos mains. La première nuit fut la plus difficile. Vers 5 heures du matin, on nous expulsa de la baraque. Des capos nous frappaient de nouveau, mais j'avais cessé de sentir la douleur des coups. Lorsque les SS s'en étaient pris à mon père, j'avais assisté à toute la scène sans bouger. Je me taisais. Je pensais plutôt à m'éloigner pour ne pas recevoir de coups. Bien plus, si j'étais en colère à ce moment, ce n'était pas contre le capot, mais contre mon père. Je lui en voulais de ne pas avoir su éviter la crise d'Idek. Voilà ce que la vie concentrationnaire avait fait de moi. J'ai donc touché le fond. On apprend vite, en cas de besoin, à effacer d'un coup d'éponge passé et futur. Au bout de 15 jours de lagueur, je connais déjà la faim réglementaire. Cette faim chronique que les hommes libres ne connaissent pas, qui fait rêver la nuit et s'installe dans toutes les parties de notre corps. J'ai déjà appris à me prémunir contre le vol, et si je tombe sur une cuillère, une ficelle, un bouton, que je puisse m'approprier sans être puni, je l'empoche et le considère à moi de plein droit. Déjà sont apparues sur mes pieds les plaies infectieuses qui ne guériront pas. Je pousse des wagons, je manie la pelle, je fonds sous la pluie et je tremble dans le vent. Déjà mon corps n'est plus un corps. J'ai le ventre enflé, les membres desséchés, le visage bouffi le matin et creusé le soir. Chez certains, la peau est devenue jaune, chez d'autres, grise. Quand nous restons 3 ou 4 jours sans nous voir, nous avons du mal à nous reconnaître. Au camp, l'eau était mauvaise. Il fallait faire attention de ne pas trop en boire. Je me souviens cette nuit où nous sommes arrivés, il y en a beaucoup qui ont été malades comme des chiens, de s'être gorgés de cette eau tiède et écœurante. Au début de la 3e semaine, on destitua notre chef de bloc, jugé trop humain. Exemple anecdotique de la folie qui régnait au camp. Un jour, comme un autre, un bombardement survint. On aurait pu s'attendre à une tension plus forte qu'à l'accoutumée. Mais on ne craignait plus la mort, en tout cas, pas cette mort-là. Chaque bombe qui éclatait nous remplissait de joie, nous redonnait confiance en la vie. Cette interlude ne fut néanmoins que de courte durée. L'alerte passée, nous nous mettions en devoir de regagner nos postes, immenses troupeaux silencieux, accoutumés à la colère des hommes et des choses, et nous reprenions notre travail de tous les jours, exécré depuis toujours, mais plus que jamais inutile et insensé. Après avoir refait ma couchette et m'être habillé, je descends sur le plancher et enfile mes chaussures. Alors les plaies de mes pieds se rouvrent et une nouvelle journée commence. Nous nous tuons au travail. Lorsque la fatigue se fait sentir, je me mords profondément les lèvres. Nous savons tous ici qu'une petite douleur provoquée volontairement réussit à stimuler nos dernières réserves d'énergie. Les capots aussi le savent. Il y a ceux qui nous frappent par pure bestialité, mais il en est d'autres qui, lorsque nous sommes chargés, le font avec une nuance de sollicitude, accompagnant leurs coups d'exhortation et d'encouragement, comme font les charretiers avec leurs braves petits chevaux. Les personnages de ce récit ne sont pas des hommes. Leur humanité est morte, ou eux-mêmes l'ont ensevelie sous l'offense subie ou infligée à autrui. Les SS, féroces et stupides, les capots, les politiques, les criminels, les prominences, grands et petits, et jusqu'aux Häftlinge, masse asservie et indifférenciée. Tous les échelons de la hiérarchie dénaturée, instaurée par les Allemands, sont paradoxalement unis par une même désolation intérieure. Cette absence d'humanité se voyait particulièrement chez les Musulmans. Leur vie est courte, mais leur nombre infini. Ce sont eux, les damnés, le nerf du camp. Eux, la masse anonyme, continuellement renouvelée et toujours identique. Des non-hommes,
en qui l'étincelle divine s'est éteinte, et qui marchent ces peines en silence, trop vite déjà pour souffrir vraiment. On hésite à les appeler des vivants, on hésite à appeler morts, une mort qu'ils ne craignent pas, parce qu'ils sont trop épuisés pour la comprendre. Dans les camps, l'homme devient cet animal capable de voler le pain d'un camarade, de le pousser à la mort. Mais dans ces camps, l'homme devient aussi cet être invincible capable de partager jusqu'à son dernier mégot, jusqu'à son dernier morceau de pain, jusqu'à son dernier souffle, pour soutenir les camarades. C'est-à-dire, ce n'est pas dans les camps que l'homme devient cet animal invincible. Il l'est déjà. C'est une possibilité inscrite dès toujours dans sa nature sociale. Mais les camps sont des situations limites, dans lesquelles se fait plus brutalement le clivage entre les hommes et les autres. Réellement, on n'avait pas besoin des camps pour savoir que l'homme est l'être coupable du meilleur et du pire. So we have a few questions. The first one is, have you ever felt like you lost your humanity in camps? Well, that's a little bit a question that was asked before. Yes, I think that anything that has to do with humanity was lost in the camp. The way people were treating each other, I never talk about that, but lawyers, doctors, all kinds of people, well-educated position people, became thieves just to have something to eat. So the values between the people changed very often, very much. I once went to visit a little girlfriend of mine. I must have been 9 and she was 7 or 8, and she was in hospital, and I went to visit her. And they were getting milk. Children were getting milk that were in hospital. Well, don't expect much of milk. Maybe there was 10% milk. It was white water. But still, the doctor was standing there. He drank the glass, and the girl didn't get it. So, belief in humanity and how people behave was very different. Because then, like I said before, we're all animals. I have seen cannibalism. A person sitting at the body of some other man that died, and he took out the liver and he was eating it. I mean, you cannot speak about the value of people. In order to survive, you are doing things that are inhuman, that are not normally done, and it's not the way we have been educated. But civilization is in many cases gone, not for everybody, but such people were present. Have you ever felt like Nazi officers wanted to actually take your humanity away? And because they were following their convictions, were they really convinced that... Well, you should know, the Germans that we met in those days, the Nazis, the people of the SS, they were trained in Dachau, which was the first concentration camp in Germany as of 1933. And they were trained to hate the enemies of Germany, of the Nazi Germany. And what meant which people were they to hate? The Jews, the gypsies, the homosexuals, the asocial people. And they had no respect. We were like, well, I shouldn't use the words, like shit, you know, commerd. And they treated us, look, they would never say to my father, who was an engineer, and he was the only tactical, higher educated person in the camp, and he was responsible for building barracks or water rooms, bathrooms between barracks and things like, or hiding the beds. And when he was talking with his German officer, he would never say to him, Herr Gelber. Well, my father spoke fluent German, he was originally German. Jude Gelber. We were all for them Jews expendable. No respect, nothing. So, but that's the way they were educated, and they believed in. Don't think that they did not believe in the theories of Hitler, because otherwise you would not join the SS, which was the worst part of the German army, the people of Himmler.